Je suis diplômée d'une maîtrise d'économie à l'université Paris-Dauphine et de Sud-de-Reims, école de commerce. Je me suis lancée dans une entreprise de textile depuis maintenant 15 ans, une petite TPE dans la mode. Et voilà, j'ai décidé aussi de m'engager en politique il y a quelques années parce que c'était pour moi de plus en plus difficile de pouvoir justement travailler dans des conditions sereines. J'étais vraiment débordée par beaucoup de tâches administratives. De même, j'étais confrontée, comme toute jeune maman, à des problèmes de mode de garde. Et voilà, j'ai voulu passer à l'action, j'ai voulu m'engager en politique pour essayer de changer les choses et justement être aussi porte-parole de toutes les personnes qui veulent entreprendre et agir dans ce pays. Mon parcours politique, j'ai donc commencé à militer en 2005 et puis après avoir aidé dans plusieurs campagnes, j'ai eu la chance de pouvoir participer à la liste en 2008 pour les municipales. Et voilà, je suis devenue conseillère d'arrondissement d'opposition et puis petit à petit j'ai gravi les échelons en étant conseillère de Paris en 2011 et enfin en conseillère régionale Île-de-France fin 2015 avec Valérie Pécresse. J'ai été désignée à la commission d'investiture des Républicains, qui ensuite a été avalisée par le Conseil national au mois de janvier, si ma mémoire est bonne. Et donc je porte les couleurs aussi bien des Républicains que de l'UDI, puisque pour cette nouvelle campagne, nous partons unis. Nous avons déjà été unis lors des municipales, nous l'avons été de nouveau au régional, ce qui nous a d'ailleurs réussi puisque nous avons gagné les élections régionales avec Valérie Pécresse. Et désormais, donc je pars sous les couleurs de l'UDI et des Républicains pour pouvoir porter, j'allais dire, toutes nos valeurs et nos convictions à l'Assemblée nationale. Alors, lors des primaires de la droite et du centre, je suis soutenue Alain Juppé et j'étais d'ailleurs sa porte-parole pour le département de Paris. Et puis ensuite, toujours fidèle aux valeurs de la droite et du centre, j'ai soutenu notre candidat François Fillon. La mandature de François Hollande a été une mandature qui n'a eu aucune trajectoire, aucun cap. Je ne peux même pas dire que l'on a perdu 5 ans, c'est surtout que pendant 5 ans, ça a été assez tragique pour notre pays. Tout d'abord, au niveau de l'imposition sur les ménages, la perte de pouvoir d'achat pour les Français. En 5 ans, ça a été 50 milliards qui ont été prélevés en plus sur les Français et qui leur ont empêché finalement de consommer, mais aussi énormément d'argent sur les entreprises qui leur ont empêché en fait d'entreprendre, d'investir et de développer notre pays. Et c'est d'autant plus dommage qu'en fait tous les signaux en Europe et même dans le monde étaient au vert, avec c'est vrai des taux euro-dollar qui se sont stabilisés, avec un baril du pétrole qui a diminué, et tous les autres pays de l'Europe ont pu bénéficier de ce renouveau de croissance, sauf la France qui a stagné. Elle a stagné justement donc, par rapport au prélèvement aussi bien sur les entreprises que sur les ménages, mais aussi à cause de normes et d'une instabilité administrative et fiscale qui ont découragé les entreprises. Que ce soit par exemple, je vais prendre un exemple très simple, contre l'apprentissage. François Hollande s'est attaqué en tout début de mandat sur l'apprentissage au lieu d'essayer de développer. Cette instabilité et fiscale et administrative a fait que petit à petit les entreprises sont allées à reculons. Et là encore, ça a été 2 fois moins d'apprentis qui ont pu rentrer dans ce système pourtant très louable. Et ça a été une paralysie totale de cette expérience professionnelle dont auraient pu bénéficier les jeunes. Des exemples comme ça, on aurait pu vraiment en citer énormément sur les taxes professionnelles, sur la CVAE, sur la CFE. Tout ceci a eu vraiment un impact très négatif sur la création d'emplois et bien sûr sur les investissements. J'aurais envie de dire aussi que toute la stature présidentielle a été entachée. On l'a vu par des rétropédalages, pas simplement fiscaux comme je viens de le dire, mais aussi sur par exemple l'affaire Leonarda, qui a montré quand même à quel point le président de la République ne rentrait plus dans le costume d'un président, mais au contraire s'abaissait chaque fois, et cette image de la France au niveau international. Je pense aussi à l'exemple des frégates avec la Russie, où là encore la parole de la France n'a plus été respectée, ni au niveau diplomatique ni au niveau commercial. Donc voilà, une image de la France dégradée pendant ce quinquennat. Alors même s'il est encore tôt de juger de l'action du gouvernement, il y a quand même 2, j'allais dire, premiers éléments qui permettent de juger. Le premier, c'est sur la parité. Parce que même si la parité au niveau du gouvernement est respectée de façon arithmétique, elle ne l'est pas vraiment en termes de responsabilité, puisque que ce soit les ministres d'État ou encore les grands portefeuilles ont été confiés à des hommes,
Donc je trouve assez regrettable par rapport aux promesses de campagne qui avaient été faites en ce sens. Et puis toujours dans les promesses de campagne, c'est cette fameuse moralisation de la vie publique, ce côté probité sans faille, et on le voit aujourd'hui avec l'affaire Ferrand. Ce sont les personnes qui ont le plus, j'allais dire, attaqué pendant les campagnes présidentielles qui aujourd'hui se retrouvent justement dans une situation bien compliquée, et le mutisme du gouvernement et aussi bien aussi du président de la République à ce sujet montre en fait que ce n'était que des arguments de campagne, et la moralisation de la vie politique, oui, il en faut, mais il faudrait peut-être montrer l'exemple, et ce qui se passe actuellement en effet est inadmissible. Alors j'ai été une fois à l'Assemblée nationale, c'était une visite que j'avais pu faire avec l'ensemble des militants pour les remercier de leur travail. C'était en fait, au-delà des militants, c'était les personnes qui s'occupaient, qui tenaient les bureaux de vote, et donc j'avais cette possibilité et j'avais pu avec eux visiter l'Assemblée nationale. Par contre, c'est vrai que je n'ai jamais eu l'occasion de faire des commissions parlementaires, mais mon suppléant Mathieu Singer, qui a travaillé au ministère de l'Intérieur pendant plusieurs années, pendant 5 ans, et qui a travaillé sur les normes, lui a pu participer à ces commissions. Alors, il y a énormément d'actions prioritaires à mener, comme j'ai dit tout à l'heure, avec la sortie du quinquennat de François Hollande. Il y a tellement de chantiers à faire, mais il y aura quand même pour moi 3 priorités. La première est une priorité sur l'emploi. La deuxième, c'est sur la restauration de l'autorité de l'État. Et puis enfin, c'est l'aide aux familles. En ce qui concerne l'emploi, là aussi il y a plusieurs leviers, j'en parlais tout à l'heure, l'apprentissage, avec des mesures très pragmatiques. Tout d'abord la fusion des CFA et des lycées professionnels, avec aussi un transfert de tout le budget alloué au contrat aidé vers l'apprentissage. Il faut aussi une stabilité administrative et fiscale pour que justement de nouveau les entreprises aient envie d'embaucher des apprentis, et puis aussi simplifier les conditions de travail. Parfois il y a des paradoxes, comme par exemple un jeune apprenti qui ne peut pas se lever à 5 h du matin dans une boulangerie ou monter sur une échelle. Là ce sont en effet des règles qu'il faut simplifier pour permettre de développer l'apprentissage. Ensuite il y a la réforme du travail. Là, les 3500 pages du Code du travail sont beaucoup trop complexes. Il faut arriver de plus en plus à négocier au niveau de l'entreprise ou des branches s'il s'agit de petites entreprises. Et là encore, je pense que c'est vraiment le chantier sur lequel il faut travailler. Le dialogue d'entreprise, ça passe aussi par le référendum d'entreprise. Ça, ce sont des mesures qui permettront de renouer avec un dialogue sain au niveau des structures, et notamment aussi des plus petites. Toujours pour l'emploi, moi je crois vraiment à apporter de l'innovation. En France, on sait qu'on a loupé le créneau de la robotique ou encore du numérique. C'est vrai que les grandes entreprises telles que les GAFA ne sont pas françaises. Par contre, je crois qu'on peut encore arriver à devenir leader dans tout ce qui est écotechnologie. Et j'aurai même un projet que j'aurai peut-être l'occasion de développer un peu plus tard sur l'Est de Paris, et notamment dans le 12e arrondissement. Et voilà, être porteur de projets dans ce sens, puisque pour moi l'éco-technologie et l'économie verte sont porteurs d'emplois et surtout ont un impact très important pour la sauvegarde de notre planète. Donc l'économie, je pense aussi pour toutes les petites entreprises à la refonte du RSI, avec une protection beaucoup plus importante, notamment dans la façon des décomptes du trimestre de retraite, ou encore dans la gestion de la trésorerie. Souvent il y a un décalage entre les chiffres que doivent enregistrer les indépendants et le versement de leurs taxes. Et ce décalage est parfois, j'allais dire, très compliqué à gérer pour eux. Donc là encore, il y a toute une réforme à faire sur le RSI, sur le statut d'emploi entrepreneur aussi. Et je crois à la création aussi de zones de protection du commerce local. Parce qu'il y a des zones, et pas simplement en ruralité, ça existe aussi dans certains quartiers parisiens, où le tissu économique se fragilise. Et là encore, je pense qu'avec des zones de protection locale, on peut aider certains commerces de bouche ou certains commerces de proximité à se développer. On arrivera à recréer un dynamisme économique, mais aussi un lien social, parce que le commerce fait partie en effet du bon vivre dans les quartiers parisiens. En ce qui concerne la restauration de l'autorité de l'État, c'est très important parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, pendant ce quinquennat, on a perdu le sens de la peine, on a perdu réellement le sens d'une sécurité assumée par le rôle de l'État. Et là encore, il y a plusieurs leviers. Tout d'abord,
Les forces de l'ordre sont trop occupées par des tâches administratives. Il faut savoir qu'à peu près 2/3 de leur temps sont alloués aux tâches administratives. Donc je crois à la modification des procédures pénales afin justement d'alléger ces tâches administratives et faire en sorte que les policiers soient plus présents sur le terrain. Ça passe aussi par le fait de créer une police municipale armée à Paris et donc d'en revenir au statut de Paris, mais là encore on aura peut-être l'occasion d'en parler de façon plus précise. Le déploiement de la vidéoprotection est quelque chose qui permettra notamment d'améliorer la prévention et l'élucidation des crimes. Et je crois aussi à un levier sur la justice. Comme je le disais, le sens de la peine a perdu énormément. Il faut arriver à rétablir les peines planchées, à supprimer aussi les réductions automatiques de peine. Cela sera possible aussi grâce à la création de places de prison, je pense notamment à 16 000 places, et vraiment à sortir de ce sentiment d'impunité dont les délinquants ont hélas le sentiment depuis quelque temps. Enfin, ça passe aussi par une gestion assumée des flux de l'immigration. Là encore, la France a le droit de choisir et c'est pour cela que je suis favorable à des quotas qui seraient fixés par le Parlement et puis aussi par une amélioration de la gestion des dossiers avec des délais plus courts, avec une reconduite des déboutés dans les pays d'origine et tout cela nous permettra d'ailleurs d'accueillir dans de meilleures conditions ceux qui ont droit à l'asile parce que pour l'instant, c'est vrai que les conditions d'accueil ne sont pas réunies. Le troisième chantier, c'est l'aide aux familles. L'aide aux familles, c'est plusieurs volets. C'est d'abord le volet du pouvoir d'achat. En effet, moi, je veux être la députée qui permettra aux Français de renouer avec un pouvoir d'achat. Et au contraire, je m'opposerai vraiment violemment à l'augmentation de la CSG, qui est pour moi injuste, parce qu'elle va toucher les plus petites pensions, notamment les retraités. Alors le levier du pouvoir d'achat, c'est aussi aider les familles avec enfants, avec un relèvement du plafond du quotient familial, avec de nouveau l'universalité des allocations familiales, parce que ces familles ont réellement été impactées dans leur vie au quotidien. Je suis aussi favorable à la défiscalisation des travails pour les gardes d'enfants à domicile et donc pour toutes ces mesures qui permettront aux familles avec enfants de pouvoir de nouveau avoir le pouvoir d'achat qu'elles avaient du moins avant le passage de François Hollande. En ce qui concerne aussi donc, les retraités, ceux qui ont des pensions les plus faibles, une revalorisation de 300 € par an et aussi pour les pensions de reversion qui sont inférieures à 1 000 €, avoir un pourcentage à peu près de 10% supplémentaire. Je pense aussi aux étudiants avec la défiscalisation des heures supplémentaires, des heures travaillées pour les étudiants, et aussi un contrat de mobilité qui leur permettra d'obtenir une caution. Par exemple de l'acquisition de leur premier logement, que ce soit en location ou en achat, mais aussi ce contrat de mobilité pour les aider par exemple à l'obtention du permis de conduire. Enfin, justement pour les salariés, c'est les heures défiscalisées. C'était une mesure qu'avait fait Nicolas Sarkozy et qui a été détricotée en tout début de mandat par François Hollande, simplement pour une histoire idéologique. Donc là encore, il faut permettre en effet aux heures supplémentaires d'être défiscalisées. Cela touchait énormément d'enseignants ou encore d'ouvriers et cela leur permettra d'avoir du pouvoir supplémentaire, du pouvoir d'achat supplémentaire. Quand je dis l'aide aux familles, c'est aussi une aide au niveau du système d'éducation. Il faut absolument se refonder vers des valeurs fondamentales, vers les matières fondamentales pour faire en sorte que l'écriture, que le français soit de nouveau maîtrisé par les enfants, notamment en entrée en 6e. Donc je suis en effet pour un meilleur encadrement dans les petites classes, pour donner plus d'autonomie aussi aux établissements scolaires, parce que je suis persuadée que seule l'équipe enseignante peut juger de ce qui est utile ou pas par rapport à la sociologie de leur établissement. Et par exemple, je peux très bien imaginer qu'une école dans des quartiers difficiles ait envie de mettre 2 heures d'occupation de plus en français. Mais oui, il faut donner cette possibilité aux enseignants. Enfin, un dernier volet pour les familles, ce serait le logement, notamment pour les classes moyennes. Et à Paris, c'est vrai que c'est une priorité pour les Parisiens et les classes moyennes se sont vraiment exclues du système de la politique municipale. Donc voilà, il existe un levier que l'on peut agir et actionner au niveau national et ça, je m'y engage à y travailler. Donc dans les 3 lois primordiales pour moi, la première serait en effet pour l'emploi, c'est-à-dire une simplification du code du travail pour justement libérer les entreprises, faciliter les embauches. C'est une révision aussi globale du système d'apprentissage pour donner encore aux entreprises l'envie d'embaucher, rétablir le dialogue dans l'entreprise,
avec notamment une négociation pour la fin des 35 heures, mais pas seulement, pour vraiment faire en sorte que dans les petites entreprises, les décisions puissent être prises par référendum. Et je pense aussi par exemple à la révision des seuils, passer de 10 à 20 ou de 50 à 100 les seuils d'entreprise pour faire en sorte de créer des emplois et limiter ces contraintes qui pour l'instant justement rend les entreprises beaucoup plus frileuses pour embaucher. La deuxième loi serait sur les statuts de Paris. Madame Hidalgo s'y attaquait il n'y a pas très longtemps, mais pas dans le bon sens, plutôt que de favoriser par exemple la décentralisation et que certaines problématiques soient traitées au niveau local. Je pense par exemple à la propreté, qui est je crois peut-être le sujet dont les Parisiens nous parlent le plus, et notamment les habitants du 12e et du 20e arrondissement. Mais voilà, revoir pour faire en sorte que la propreté soit gérée au niveau des arrondissements et qu'il y ait une véritable responsabilité du maire et un raccordement des brigades directement à la mairie d'arrondissement ferait qu'on serait beaucoup plus efficace. Donc voilà une des mesures, mais pas seulement. Au niveau de la sécurité, là aussi, la ville de Paris doit recevoir le transfert de la sécurité de la préfecture, et c'est pour cela que je suis favorable à la création d'une police municipale armée pour répondre au mieux aux problèmes de délinquance. Il ne faut pas oublier que la ville de Paris est le deuxième département le plus touché par la délinquance, et il faut agir vite. La police nationale ne peut pas tout faire, donc il faut faire en sorte. Je reprends juste à la fin. Donc faire en sorte de créer une police municipale armée à Paris afin de pouvoir traiter la délinquance au quotidien. La police nationale ne peut pas tout gérer, c'est pour ça qu'il faut absolument créer une police municipale armée à Paris. Et enfin, la troisième loi serait sur le Grand Paris, pour que vraiment il ait cette vocation à essayer de moins densifier Paris, parce que pour l'instant c'est le contraire qui se passe, que ce soit avec les constructions sur le stade Léo-Lagrange, ou encore sur les projections aussi de construction sur Paul Valéry, ou encore la densification avec une tour à Bercy-Charenton. Là encore, il faut absolument que les bons leviers soient articulés dans le Grand Paris pour faire en sorte que Paris ne se densifie pas autant. Enfin, moi en tant que députée, je serai très sensible et je soutiendrai, je protégerai les espaces verts et les espaces de respiration dans notre ville. Donc dans les trois problématiques locales, en effet, il y aurait la première, dont j'ai déjà évoqué, c'est la surdensification de Paris, avec la protection des sites classés et des espaces verts. Je pense notamment donc, à la zone Léo-Lagrange, où il est prévu de construire des logements sur le stade, ou encore à la zone Paul Valéry, et à Bercy-Charenton, qui pour moi, Bercy-Charenton est un endroit qui doit réellement être un projet porté par l'État et pas simplement municipal. Il faut vraiment qu'il y ait une action conjointe des deux. Il faut de l'ambition pour ce territoire. C'est la dernière grande réserve foncière de Paris avec 63 hectares. Et là, on doit pouvoir y porter un projet ambitieux. Moi, j'y porte depuis les municipales un projet axé sur l'économie verte et sur les écotechnologies. Je pense vraiment que la transition écologique est indispensable et bien sûr pour notre environnement, mais aussi pour les opportunités économiques. Autre point que je porterai au gouvernement, c'est je tiens énormément à une politique du sport qui soit repensée en ville. Je suis pour la pratique du sport, pour moi, est une façon déjà d'améliorer la santé de nos concitoyens, mais pas seulement, ça crée un lien social et ça tisse vraiment quelque chose de fort entre les générations et les individus. Et je suis pour le développement des centres sportifs universitaires en règle générale, et c'est vrai que ces projets-là seraient applicables à la pelouse de Reuilly, qui se trouve juste derrière. Je suis donc favorable au déplacement de la Foire du Trône pour pouvoir y faire un espace dédié au sport, un centre sportif universitaire qui serait ouvert aussi aux Parisiens et aux associations sportives du quartier qui manquent tellement de créneaux sportifs et de lieux pour leurs activités sportives. Donc voilà, ce serait certainement un projet que je porterai. Au niveau du sport, j'ai aussi d'autres leviers législatifs que je souhaiterais mettre en place, qui sont peut-être un peu trop longs et pas forcément que local à développer. Mais voilà, ce serait peut-être le deuxième point que j'aimerais amener au gouvernement en question orale.
Ensuite, ce serait la sécurité aussi, parce que même si je souhaite avoir un levier d'action sur les statuts de la ville de Paris, comme je l'ai dit, pour que la sécurité soit aussi une prérogative de la ville de Paris, je souhaiterais que cette question soit réellement traitée dans son ensemble. Il y a beaucoup de points de zones d'insécurité dans le 12e et dans le 20e arrondissement. Je pense notamment aux Maréchaux, je pense aussi à la Place Nation, et je crois que c'est une donnée qui doit être traitée vraiment dans son ensemble. Donc en effet, ce fait partie des questions que je porterai de façon orale au gouvernement. Il y a une thématique qui est prioritaire pour les Parisiens, c'est le logement, et jusqu'à présent, que ce soit lors du débat présidentiel ou même lors du débat législatif, cette problématique a complètement été évincée du débat. C'est bien le logement. Alors le logement, il y a la politique municipale de la ville de Paris qui est une chose et qui pour moi exclut totalement la classe moyenne de la ville, et il y a des leviers que l'on peut actionner au niveau de la politique nationale justement, qui n'a pas été faite au quinquennat suivant, parce que la loi SRU ou la loi Allure n'est pas du tout adaptée aux spécificités de Paris, aux tensions immobilières, au peu de terrain à bâtir, et là encore je pense qu'il y a plein de leviers que l'on peut actionner. Donc en effet je travaillerai à faire en sorte que la loi nationale soit adaptée grâce à des amendements aux spécificités parisiennes. Alors je pense notamment par exemple à ce que les logements sociaux, le pourcentage de logements sociaux soit traité au niveau des quartiers sur la base d'un zonage IRIS fait par l'INSEE, et que le pourcentage minimal et surtout aussi maximal de logements sociaux soit traité par zone de quartier. On a des quartiers où il y a plus de 50 à 60% de logements sociaux, et c'est inadmissible, et c'est vrai que ce n'est pas traité puisque maintenant la loi SRU considère que le logement social s'évalue au niveau de la commune, et donc je pense qu'il faut justement ce quadrillage au niveau des quartiers. Je pense aussi aux rénovations dans les logements sociaux. Là encore, l'aide à la pierre a été très mal utilisée par la ville de Paris. Les dotations n'ont fait que diminuer d'ailleurs sous le quinquennat François Hollande. Donc une dotation supplémentaire à l'aide à la pierre, et puis surtout une meilleure utilisation par la ville. J'enlèverai aussi un décret qui a été demandé sur commande par Anne Hidalgo au Premier ministre Manuel Valls, qui en fait c'est très technique, mais qui en fait capitalise les loyers d'avance sur les logements sociaux, c'est-à-dire qu'en fait pour combler le trou de 300 000 millions d'euros de Madame Hidalgo, elle enregistre à l'avance sur 50 ans les futurs loyers des bailleurs sociaux. Et ceci est simplement un artifice comptable pour pouvoir équilibrer son budget, mais il assèche aussi les possibilités, les fonds propres des bailleurs sociaux, et je pense que cela ne va pas dans le bon sens justement pour leur permettre de créer, construire et rénover le logement social. Donc ce décret qui, je le dis vraiment, est un artifice comptable, je le supprimerai, et je ferai en sorte au contraire de lancer des expérimentations, et d'ailleurs pourquoi pas dans le 12e et dans le 20e arrondissement, comme les inspecteurs de cours. Les inspecteurs de cours, c'était des anciens, j'allais dire, souvent des concierges qui avaient une compétence supplémentaire, celle de verbaliser. Ils étaient justement assermentés pour contrôler. C'était souvent des policiers qui étaient en retraite et qui, dans les grands ensembles sociaux, avaient ce rôle de contrôler le respect du règlement intérieur. Là encore, ça a été supprimé dans les années 80, et je trouve ça vraiment dommage parce que ça permettait de travailler au mieux vivre ensemble, de faire en sorte que les locataires respectent le règlement intérieur. Et voilà, ce serait une expérimentation que je voudrais refaire et qui passe en effet aussi par le levier législatif. Il y a aussi d'autres j'allais dire, possibilités. On parle beaucoup de transformer les bureaux en logement, mais là aussi il faut revoir la loi et permettre dans le droit urbain une certaine reversibilité pour pouvoir plus facilement transformer des bureaux en logement. Et là encore, c'est un domaine dans lequel je travaillerai de façon très précise et efficace, je l'espère. Dernier point aussi dans le logement, on est souvent témoin en tant qu'élu de témoignages justement de personnes qui souhaiteraient échanger leurs appartements et où ça ne se fait pas. Le taux de rotation d'échange d'appartements à Paris est très faible, il est de 3%, alors qu'au niveau national il est plutôt sur une zone de 10%. Donc là encore, je pense que l'on peut agir avec la loi pour faire en sorte que les bailleurs aient vraiment une très forte incitation à améliorer le parcours résidentiel des locataires, c'est-à-dire faire en sorte que le parcours
résidentiel puisse évoluer en fonction de la taille des familles, en fonction de leurs aspirations, en fonction de leurs revenus. Et là pour l'instant on a vraiment ce sentiment, et c'est une réalité, que tout est bloqué. Et là encore je pense que l'on peut agir, ne serait-ce que soit en supprimant des contingents pour les bailleurs sociaux qui ne respecteraient pas une rotation suffisante et suffisamment d'échanges d'appartements, ou encore avec des incitations fiscales. Donc voilà plusieurs mesures qui montrent à quel point je serai une députée qui fera tout pour améliorer le logement, notamment en tenant compte des spécificités de Paris. En raison, j'allais dire, de mon parcours professionnel, le fait que je sois justement chef d'entreprise d'une petite entreprise me permet d'être proche des réalités économiques et sociales, et surtout de connaître les préoccupations aussi bien des salariés que des employeurs. Donc c'est vrai que j'aimerais mettre en avant, et si possible de donner de mon expérience dans cette commission, donc des affaires économiques, pour pouvoir essayer de libérer les énergies dans ce pays, faire en sorte de participer à la création d'embauches et au retour des investissements en France. Donc en effet, si je suis élue, je délèguerai encore plus à mon entreprise, je la mettrai peut-être sous gérance. J'essaierai de choisir une forme qui me permettrait de toujours quand même avoir un pied dans le monde du travail, mais déléguer aux personnes et à mes collaborateurs qui m'entourent. Sinon, bien sûr, au niveau de mes mandats, je laisserai mon mandat de conseillère régionale pour pouvoir en effet avoir le temps nécessaire pour mener à bien mon mandat de députée, je l'espère. Écoutez, en effet, la réserve parlementaire en principe devrait être supprimée. Je dis bien en principe parce que c'est vrai qu'en ce moment, quand on voit certaines promesses pendant la campagne de M. Macron et qu'on voit ensuite comment ça se passe, c'est-à-dire le faites ce que je dis mais pas ce que je fais avec l'histoire Ferrand, on peut quand même douter de certaines mesures qui sont proclamées aujourd'hui, mais c'est vrai que je pense que c'est une bonne chose que les réserves parlementaires soient supprimées ou du moins gérées d'une façon différente. Si je ne suis pas élue, je continuerai bien sûr aussi bien ma vie professionnelle que mes mandats locaux. Mais c'est vrai que je souhaiterais vraiment que les habitants me fassent confiance pour pouvoir avoir justement ce levier pour agir. Comme je suis élue d'opposition municipale, c'est vrai que je fais beaucoup de propositions qui souvent ne donnent pas, hélas, de mesures palpables. Et si je pouvais avoir cet outil et ce levier législatif, ça me permettrait justement d'agir dans la politique du logement qui, en effet, pour moi, à Paris, n'est pas du tout satisfaisante. Je pourrais aussi agir justement pour la sécurité en créant une police municipale à Paris, en faisant en sorte d'avoir de la vidéoprotection, pour développer toutes ces choses que l'on demande sous forme de vœux et d'amendements, mais qui sont toujours, hélas, retoqués par la majorité, d'ailleurs de façon souvent idéologique et sectaire. Donc j'aimerais pouvoir avoir cette marge de manœuvre pour pouvoir améliorer le quotidien des Parisiens. Donc voilà, je continuerai à faire mon travail, mais si je pouvais justement avoir votre confiance et pouvoir agir, ce serait vraiment quelque chose de très bien, je pense, pour les Parisiens. Aujourd'hui, je ne peux pas me mettre dans une telle configuration parce qu'avec mes équipes, avec tout le travail qu'on a réalisé, je ferai tout pour être au second tour. Donc je ne peux vraiment pas me mettre dans une telle projection. Si vous me faites confiance, les 11 et 18 juin prochains, je serai une députée proche de vos préoccupations. Je suis une élue d'opposition municipale et jusqu'à présent, toutes les mesures que j'ai proposées ont été refusées. Je souhaiterais pouvoir justement bénéficier du levier législatif et du statut de députée pour vous défendre au mieux au niveau de la politique du logement, de la sécurité ou encore de l'attractivité économique. J'ai cette double expérience, aussi bien de société civile que d'élu local, que j'aimerais vraiment mettre au profit des habitants du 12e et du 20e arrondissement. Quelle que soit la configuration de l'Assemblée nationale, je travaillerai toujours dans un esprit constructif. Vous pouvez retrouver l'ensemble de mes priorités sur mon site valériemontandon2017.fr. Vous l'aurez bien compris, c'est la liberté et la proximité qui guident mon engagement politique.